Bienvenue à tous pour cette nouvelle séance du cercle qui a été pas mal retardée en réalité, puisqu'on était censé la faire dès mai, puisque en mai, en gros, le café était censé rouvrir ici, dans le nouveau local. Ça n'a pas été possible, puisqu'il n'a ouvert que, il me semble, fin juin. Donc bon, ça a fait que nous nous retrouvons maintenant pour fin octobre. Et cette fois-ci, nous parlons d'un écrivain aussi talentueux que controversé, c'est moins qu'on puisse dire, qui est Louis-Ferdinand Céline. Première question, qui connaît Céline déjà et qu'est-ce que vous en savez? Voyage au bout de la nuit et l'antisémitisme. Voyage au bout de la nuit et antisémitisme, le résumé est assez clair. C'est presque dommage puisqu'il n'a pas écrit que ça pour ce qui est de Voyage au bout de la nuit. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'œuvre écrasante au sein de toute son œuvre. Ce roman-là, c'est souvent par cela qu'on résume Céline quasiment exclusivement. C'est regrettable, mais on va le faire aussi. Il faut bien commencer par ça. On parlera que de ça. Et il n'a pas été antisémite comme d'autres, on va dire. L'antisémitisme à cette époque-là passe principalement par des articles de journaux, au sein de journaux qui sont antisémites. Mais bon, je ne dis pas que Céline n'a jamais écrit d'articles de ce point de vue-là, même s'il n'a jamais été rémunéré pour. Mais lui, c'est principalement par des pamphlets qu'il va se faire connaître là-dedans. Donc trois pamphlets, le plus connu étant celui de 1937, Bagatelle pour un massacre. Particularité d'ailleurs de ce pamphlet, c'est qu'il a été un succès à la vente, aux éditions de Noël. Les pamphlets antisémites, ça n'a jamais tant marché que ça, on en parle beaucoup, mais en fait, il y avait une presse pour ça. Donc à quoi bon acheter un livre cher quand vous pouvez vous en sortir pour pas cher finalement avec des journaux. Bagatelle pour un massacre a été un succès, ça n'a pas été un scandale à l'époque, il faut quand même le rappeler, ça existait. Type de pensée, même si l'antisémitisme célinien est beaucoup plus virulent. J'ai lu des extraits dans le cadre de biographie, mais je n'ai pas lu les pamphlets in extenso, en particulier Bagatelle. En fait, ça pose un problème, les pamphlets, qui est assez particulier quand on y réfléchit. Parce que là, comme ça, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste, si vous voulez? C'est la question qu'on pose la plupart du temps pour tous les cinéastes, écrivains et artistes qui ont eu des problèmes, on va dire, en raison d'actes éventuellement antisémites ou dans leur vie sexuelle. Et finalement, on pourrait dire, ça on le met de côté et on se concentre sur l'œuvre. Sauf que le problème de Céline, c'est pas tant ses actes, parce qu'en soi, de ce point de vue-là, il n'a pas été exemplaire pendant la collaboration, mais il n'a pas spécifiquement collaboré. Il n'a pas rédigé d'articles rémunérés, il en a rédigé. Ils n'ont pas été rémunérés. Et globalement, il s'était montré très critique également envers la collaboration. Il n'a pas participé comme ça a été le cas de Brasillac. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais il n'a pas participé comme ça a été le cas d'un Brasillac ou d'un Lucien Rebatté, par exemple. Par contre, c'est bien l'œuvre qui a posé problème. Puisque Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres ou Les beaux draps, ça fait bel et bien partie de l'œuvre de Céline. Et même si vous ne les trouverez pas dans les œuvres qui sont publiées aujourd'hui, le tronqué reste quand même un choix relativement arbitraire, compréhensible, mais tout à fait arbitraire. Donc la question finalement de la contamination partielle, si vous voulez, de ces pamphlets-là sur le reste de l'œuvre de Céline est une question qui est pertinente. Il faut le savoir. C'est pour ça que Céline est quand même un écrivain qu'on peut qualifier, je ne dirais pas de dangereux, parce que ça ne veut rien dire, mais c'est certain qu'il faut le lire en ayant un regard de lecteur particulièrement aiguisé. Voilà, ce serait après, est-ce qu'il doit le mot que je voudrais dire. Interdit et prohibé? Moi, je serais assez... je serais un peu plus indulgent dans le sens où, une fois que l'auteur est décédé depuis des années et des années, je veux dire, si on devait reprendre toute l'histoire de la littérature et toute l'histoire de l'écriture, il y a eu énormément d'écrits qui ont fait l'apologie, je sais pas moi, de l'esclavagisme, de la torture, ou j'en passe les meilleurs. Du sexisme ou du racisme. Et on peut les lire aujourd'hui au nom du fait que le temps a coulé et qu'on peut les remettre dans leur contexte. Oui. Par exemple, si on prend l'œuvre de quelqu'un comme Platon, même Platon, qui soutient très clairement la dictature et qui incite à la pédophilie dans son modèle éducatif, il enseigne dans tous les lycées sans que ça pose problème. voilà, Platon par exemple, on peut... Sans même qu'il y ait de remise en contexte, alors que par exemple Céline, je pense que peut-être que ça nous touche plus parce que c'est plus récent. Oui. Mais si on devait, disons, je pense pas que Céline a des idées forcément pires que beaucoup de gens qu'on étudie en classe, sous certains égards. Donc de cet argument-là, donc je suis assez d'accord, je pense qu'on peut étudier l'œuvre d'une personne qui a été critiquée, qui est toujours critiquable et qui a eu des propos horribles, en faisant abstraction
de ces soucis-là, mais en les ayant en tête. Il ne faut pas les omettre, il faut les avoir en tête, et on peut faire abstraction de ces problèmes-là. Et c'est dans cette idée-là que nous, on a commencé par parler de Céline, parce qu'en dehors de ces déboires, il y a quand même une œuvre littéraire imposante, impressionnante. Il y a quand même quelque chose d'éminemment paradoxal Oui. chez un auteur qui, a priori, se penche sur l'humanité. Il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Pas du tout. Les propos étaient totalement ignobles et inhumains. Complètement. Et à côté de ça, il a une œuvre qui plonge dans l'humanité. Donc il y a vraiment pour moi un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui a vrillé? Effectivement, c'est extrêmement difficile à pouvoir déterminer. Ce n'est pas nous qui allons donner une réponse ici, mais il y a certainement eu en tout cas quelque chose qui a été modifié dans les années 36, 37, enfin peu de temps avant les pamphlets, puisque en gros la pensée de Céline vis-à-vis de ce qu'il traitera ensuite dans Bagatelle pour un massacre, en particulier la question de la race, même si elle n'est pas absente de Voyage au bout de la nuit, elle est quand même largement, elle a une place qui est quand même beaucoup moins importante, et Céline est lui-même critique de certains discours qui étaient très très présents à l'époque sur la race au début du XXe siècle. C'est d'ailleurs par ça que nous allons commencer, puisque je vais vous demander de prendre votre page 3. Il y a un passage qui est particulièrement intéressant à cet égard et qui est très drôle. C'est après le premier paragraphe, donc c'est quasiment au tout début, on n'est pas exactement à l'incipit, mais en gros le narrateur Bardamu discute avec son ami Arthur Ganat, qui ne tiendra pas 3 pages dans le roman. Et voilà la discussion. Bon, on discute de journal, bon peu importe, imaginez-vous au café. Tiens, voilà un maître journal, le temps qu'il me taquine, Arthur Ganat, à ce propos. Il n'y en a pas 2 comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu moi, pour montrer que j'étais documenté. Et du tac au tac. Mais si donc qu'il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait lui. Et même que c'est la plus belle du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Puis c'est ça les Français. On voit ici est-ce qu'il semblerait qu'il y ait ici une sorte d'apologie du sang français, d'un sang français et d'une race française, opposée par exemple à une race allemande. Bon, le mot juif évidemment n'est pas prononcé ici, mais qui pourrait en gros avoir une valeur particulière. Déjà, vous pouvez remarquer qu'il y a une sorte d'ironie quand même dès le début. Il a dit « Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas », que j'ai répondu pour montrer que j'étais documenté. Donc pourquoi est-ce qu'il répond à ça en fait? Il confronte l'idée de race à la réalité. Complètement. Une réalité qui est que, comment dire, c'est un mélange. Tout à fait. Bien sûr, il y a un mélange Tout à fait. C'est finalement un mélange, un métissage qui est constant. Bon, le regretté n'a pas vraiment pas une position qui est très cohérente. Surtout que de toute façon, bon, finalement, ce sont simplement des gens qui ont échoué ici, qui auraient pu échouer ailleurs. Finalement, à quoi bon commencer à nous parler d'une race, d'une espèce de, de particularité propre à un sang qui finalement n'existe pas. Voilà. C'est étonnant qu'il y ait ce passage-là. Une utopie, pas dans le sens, une utopie toxique, enfin. Complètement. Exactement. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas vrai, la race que tu appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid. Donc on voit bien que l'idée de race est utilisée seulement comme un tremplin pour des gens qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas pu accéder à un certain statut social, par exemple, ou à une certaine grandeur d'âme, qui vont utiliser le terme de race pour pouvoir affirmer quelque chose, des valeurs, typiquement. Par exemple, si je veux m'opposer, si je veux me mettre en valeur, je vais juste dire que les autres n'ont pas de valeur. Donc par opposition, je vais me valoriser. Donc l'idée de race, ici, lui sert typiquement, il se met en opposition avec cette idée-là, avec ce terme-là, en faisant remarquer les mécanismes sous-jacents dont les individus dans une société ont mis en place pour pouvoir s'opposer, pouvoir se valoriser. Donc c'est très réfléchi. C'est pas juste quelqu'un qui
qui va poser l'idée de race, puis dire bon bah voilà, c'est comme ça, nous sommes les meilleurs, vous êtes une race qui n'a pas de valeur, donc on va s'opposer à vous, on va vous dominer. Donc là, ce que lui pensait à l'époque et ce qu'il écrit, il y a quand même un grand écart qui est très étrange. Donc effectivement, ça reprend à sa réponse. Ça accentue le paradoxe bizarre où lui qui rentre dans l'âme humaine pendant le voyage au bout de la nuit, comment est-ce qu'il peut en arriver à des propos tout à l'opposé dans la réalité? Dans les pamphlets, ouais, tout à fait. Donc c'est assez étrange. Après, pour répondre quand même à cette question, c'est une vraie question. Il faut remarquer que quand même les individus ne sortent pas de leur contexte historique en général. J'ai donné un exemple qui est complètement à part. L'un des plus grands penseurs de l'histoire, c'est Kant. Kant écrit 700 pages sur la morale et il en découle que 3 règles. Et les 3 règles, c'est très drôle, ce sont 3 règles qui sont admises à son époque, qui sont connues. Les 3 règles, c'est je ne dois pas me suicider, je ne dois pas me masturber et je ne dois pas mentir. 700 pages de théorie pour ça. Ça sert strictement à rien. En fait, sa puissance intellectuelle, c'est une chose, mais nous sommes individus tellement pris dans le flot de la société et de notre contexte historique qu'on ne peut pas sortir, dans des cas très pragmatiques, de ce que ce contexte historique nous a induit. Typiquement, les règles de Kant. Alors qu'il aurait pu inventer d'autres règles, il aurait pu trouver d'autres choses. Et si je reviens du coup, je fais un parallèle. Alors, mon parallèle ici, peut-être que Céline était un grand penseur, tout ce qu'on veut, blablabla, pourquoi pas. Ça n'enlève c'est aussi un personnage qui a été pris par son contexte historique et qui n'a pas pu s'empêcher de créer, de modeler des idées qui vont à l'opposé de ce qu'il essaye de montrer dans ses écrits. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Les êtres humains sont quand même faits de paradoxes. Ça fait partie des paradoxes un peu... Il ne s'agit pas seulement de paradoxe, il s'agit presque de schizophrénie, étant donné ces pensées qui varient complètement à l'opposé d'une époque à une autre, d'un écrit qui va contredire ce qui a été écrit précédemment. Enfin, ça s'appelle de la schizophrénie peut-être. Schizophrénie est un terme médical. Oui. Après, il faut quand même faire attention à... Et que l'homme ne pouvait pas s'empêcher d'être confronté à son contexte, l'homme est aussi humain. Et il peut aussi être malade au sens strict du terme. Est-ce que vouloir la mort de l'autre est une maladie? Parce que dans ce cas-là, on est beaucoup dans ce cas-là. Mais en fait, en 1936, c'est le Front populaire, qui est d'ailleurs une réponse alors, à ce qui n'a pas vraiment été un coup d'État. Bon bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais aux événements de février 1934. Et donc, on a une alliance à la fois de tous les partis de gauche et aussi des radicaux pour mettre en place le Front populaire, qui va remporter les élections. Et le Front populaire est dirigé par un certain Léon Blum, qui n'était pas un communiste, mais qui avait pour principal défaut pour beaucoup de gens, à cette époque-là, d'être juif. Et il ne faut pas oublier que c'est le Front populaire qui commence à réarmer la France en 1936. En 1934, c'est des gens comme Pétain et Laval qui avaient considérablement baissé d'ailleurs les budgets militaires. Parce que, bon, après tout, pourquoi s'embêter? Eux commencent à faire remonter les budgets militaires en prévoyance d'une guerre éventuelle. Et on accusait en gros Léon Blum de vouloir défendre ses amis juifs d'Allemagne. Parce qu'après tout, il défendait principalement les intérêts des siens, disait-on à l'époque. Les siens, c'est-à-dire des autres juifs. Sachant que juif à l'époque, ça voulait dire un peu judéo-bolchevisme en réalité. C'est un peu la même chose, ça reste des internationalistes. Internationalistes, cosmopolites, tout ça, on peut très très facilement le confondre. Et donc finalement, ce que veut faire Céline, et là c'est une faute historique majeure malheureusement, mais ce que veut faire Céline avec Bagatelle pour un massacre, c'est privilégier la paix, quoi qu'il arrive, en particulier avec le régime nazi allemand. Et de ne pas nous précipiter dans une situation de guerre, parce que pour lui, ce n'était pas l'intérêt des Français, c'était uniquement l'intérêt de certains Juifs. En gros, c'est ça sa position. Alors, s'est-il trompé? Sans doute. De ce point de vue-là, ça a été une erreur, mais il faut bien comprendre cette particularité-là de l'antisémitisme célinien. C'est un antisémitisme qui est en partie fondé sur un certain pacifisme, finalement. Ce qui n'est pas le cas, je ne dis pas que les pacifistes sont tous des antisémites, attention. Mais de ce point de vue-là, il y a vraiment un lien. Ne confondons pas donc l'antisémitisme célinien avec celui par exemple des nazis, qui est un antisémitisme très cohérent et racial. De ce point de vue-là, Céline est beaucoup moins, beaucoup moins cohérent.
davantage un délire verbal, hein, bagatelle pour un massacre, ou l'antisémitisme qui a pu s'exercer par exemple par beaucoup de chrétiens à une époque, hein, parce que finalement les juifs auraient été ceux qui ont tué le Christ, etc. C'est totalement différent. Donc là, ça c'est une petite précision qui mérite quand même d'être faite pour mieux comprendre tout cela. Ça veut dire aussi que bagatelle pour un massacre, qui paraît en 1937, on va dire que c'est quand même un écrit de circonstance en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très belles pages d'ailleurs céliniennes dedans. C'est ça le problème, c'est que ça fait partie de l'œuvre de Céline, mais ça reste une œuvre de circonstance qui va d'ailleurs polluer les autres œuvres. Il ne terminera pas casse-pipe, Guignol's Band va mettre du temps à paraître, et puis finalement, bon, une partie de l'œuvre de Céline a peut-être été tronquée à cause de ces maudits pamphlets. Ça c'est, je parle de l'œuvre en termes de roman, hein. Donc voilà, c'est des petites précisions qui méritent d'être rappelées. Avez-vous des questions à cet égard ou on passe à autre chose? Ou des précisions. Ou des précisions, bien sûr. Parce que je veux savoir si sa pensée a évolué dans le temps, parce que je ne sais pas quelle année il est mort. Alors, il meurt dans les années 60. Voilà. Donc, est-ce que dans les années 60, il est revenu sur ce qu'il avait écrit ou dans les années... Sa pensée évolue. C'est difficile à dire. Revenu, ça serait un grand bout. Non, enfin... Mais il a été emprisonné, ainsi de suite, condamné, blablabla. Donc je pense que par stratégie médiatique ou je ne sais quoi, il s'est tué. C'est surtout dans cet ordre-là, à mon avis. Après, vu qu'il n'en dit plus rien, plus grand-chose. Puis, bon, le problème, c'est qu'il a été clair dans ses pamphlets. Il le dit lui-même, il n'est pas plus raciste que moi. Je suis le premier antisémite de France. Enfin, je veux dire, il ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas se cacher de ce point de vue-là. Donc, quelle a été sa stratégie? Parce que lui, ça reste un romancier. Et son objectif, à partir de cette époque-là, c'est après l'emprisonnement et après, en gros, la mise sous le tapis, en gros, d'une grande partie d'intellectuels de droite à cette époque-là. Le truc, ça a été, bon, comment est-ce que j'arrive à faire oublier mes errements littéraires d'ailleurs, pour pouvoir vendre mes nouveaux romans, en particulier d'un Châtelotte, qui sera finalement un succès. Contrairement à Féerie pour une autre fois, par exemple, qui, je ne sais même pas si vous pouvez facilement le trouver de poche. Même aujourd'hui, c'est difficile. Bon, Féerie pour une autre fois, par exemple, qui est génial, mais très très difficile à trouver. Guignol's Band un peu plus. Bon, comment est-ce qu'on fait là pour faire oublier le truc? La position de Céline a été assez claire. Moi, je suis un écrivain, d'accord? Donc moi, il n'y a pas d'idée. Moi, je ne défends pas d'idée. Moi, je ne m'intéresse qu'au style. Je ne m'intéresse qu'à la musicalité. Donc toute mon œuvre doit être comprise comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Est-ce qu'en littérature, il n'y a pas d'idée? Parce que ce n'est pas une position si bête que ça, même si elle est intéressée ici, hein. Et on verra que dans Voyage au bout de la nuit, je ne sais pas jusqu'à quel point elle tient. Mais qu'est-ce que vous en penseriez, là, comme ça, dans les romans que vous lisez? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que là-dedans, il n'y a pas d'idée ou que les idées n'ont aucun intérêt? Il y a quand même c'est la frontière, je pense, entre l'écrivain et le journaliste, le philosophe. Ou le romancier, simplement. Oui. La différence entre l'écrivain et le romancier. On peut se cacher et se dissimuler autant qu'on veut. Effectivement. Mais c'est pas la vocation de l'écrivain de diffuser des idées. Il est là pour faire un récit, pour emporter le lecteur et laisser le lecteur lui-même se faire sa propre idée. Et se les approprier. Tout à fait. Voilà, mais c'est à partir du moment où la place des idées devient trop importante, il change de position, quoi, il change de rôle. Tout à fait. Moi j'ai une question, qu'est-ce que vous entendez exactement par idée, dans le sens où, je pense, dans tout processus de création, même s'il n'y a pas de pensée, l'art... Modestement, le sens kantien, faisons simple. Mais on pourrait se dire... Comment? Très modeste, oui. Non, tout simplement, on pourrait dire ce qui peut être énoncé dans un roman sous forme de proposition, qui pourrait être vrai ou fausse. Je dirais ça comme ça. Ah, d'accord. Par exemple, là, dans le passage qu'on vient de lire sur la race, ce que tu appelles comme ça, bon, évidemment, ça n'aurait pas été écrit comme ça par un philosophe, je pense, dans un récit sur la race, imaginons, enfin un récit, dans un écrit sur la race, n'empêche qu'il y a des idées là-dedans. Enfin, quand même, si je vous demande là comme ça de me résumer en une phrase ce qui est défendu ici, vous n'aurez aucun mal à le faire. Donc il y a quand même des idées. Plus des propositions entre les... Ce serait en fait, en langage technique, on appellerait ça des propositions susceptibles d'être vraies ou fausses finalement. Par contre, si on dit par exemple qu'en littérature, les idées n'ont pas de sens, enfin pas de sens, qu'elles ont finalement un rôle très secondaire, qu'elles n'ont pas d'importance et que ce qui compte c'est autre chose, alors qu'est-ce que c'est ce autre chose? On va en parler. Le style, la forme, que sais-je. Ça veut dire qu'on peut défendre n'importe quoi en littérature du moment que c'est bien écrit? C'est un peu ça qui va venir aussi. Hein. Donc c'est un argument qui peut être vrai
en soi, mais qui est aussi utile pour lui. Très C'est-à-dire utile. qu'il va se dire, vu que moi je défends pas d'idées, je défends que de la musicalité, entre guillemets, que de la forme, ça ne m'intéresse pas. Je peux dire ce que je veux. Moi, je m'amuse à écrire ce que je veux dans le fond, mais je vais quand même vous embarquer, vous allez voir. Ça, je vais vous embarquer et vous pouvez pas m'accuser parce que de toute façon, le fond, je m'en fiche un peu. C'est une façon un peu facile de Voilà. se donner quand même. Bah C'est un oui. peu facile de sortir de Parce son que la problème. vérité, elle est entre les deux. Et puis, Eh oui. l'écrivain, il est clair quand même. Donc, à partir du moment où il choisit son sujet, où il choisit son récit, C'est un parti pris. oui, il y a quand même, c'est lui qui parle, mais Voilà. c'est pas fait sous l'angle, mes idées c'est ça et je vous les vends. Et oui. C'est... Mais moi, par rapport à ça, j'avais une question, c'est au niveau déjà de ces pamphlets, est-ce qu'ils étaient accessibles, est-ce qu'ils étaient étudiés littérairement, et est-ce qu'il y a une continuité avec son œuvre, parce que moi j'avais cru comprendre que son œuvre était très crue, très vulgaire. Est-ce que du coup il y a quelque chose qu'on retrouve dans l'un qu'on peut retrouver dans l'autre Complètement. Alors il y a quand même une spécificité des pamphlets, parce que la forme pamphlet n'est pas la forme roman. Dans un roman, si je dis « je », c'est pas forcément moi qui parle, c'est mon narrateur. Alors que dans un pamphlet, si je dis « je », c'est moi en tant qu'auteur. Voilà, je peux imaginer un personnage qui serait nazi antisémite dans un roman, ça ne veut pas dire que moi je le suis. Par contre, dans un pamphlet, si. Donc il y a quand même cette différence-là. Par contre, les pamphlets font partie de l'œuvre de Céline. Ça, malheureusement, il n'y a pas de débat là-dessus. D'ailleurs, dans la bibliographie que nous avons établie dans notre exemplier, contrairement à ce qu'il y a sur Wikipédia ou sur d'autres, nous avons décidé de ne pas écarter les pamphlets ou de ne pas les mettre à part. On les a intégrés dans une chronologie. Voilà, parce que malheureusement, ils en font partie. C'est triste. Peut-être ont-ils une place à part, ça je veux bien le croire, mais il n'empêche qu'ils sont dedans. Hein. Et il y a des pages dans Bagatelle pour un massacre, on trouve des extraits parfois qui font partie des plus belles pages de Céline. Bon, pas les pages d'injures, hein. Curieusement, non, ça c'est pas très intéressant. Et il n'y aura pas d'autres pages d'injures dans le reste de son œuvre. Mais il y a une continuité, on ne peut pas le nier de ce point de vue-là. C'est pour ça que Céline est embêtant. On ne peut pas séparer l'homme de l'artiste de ce point de vue-là. Hein. C'est l'artiste qui pose problème. C'est vrai, on peut se poser la question à qui profite l'art, comme à qui profite le crime. C'est-à-dire qu'il a un talent fou, mais il le met au service d'idées absolument détestables. Complètement. Donc, de ce point de vue-là, et en plus, il a gagné de l'argent là-dedans. Parce que si, j'aurais presque tendance à dire, on pourrait presque avoir une vision qui est fausse, hein, mais d'un Céline qui finalement se serait trompé, mais qui aurait défendu jusqu'au bout ses idées. Bon, il s'est planté, mais au moins aurait-il défendu finalement corps et âme une idée qui était indéfendable. Mais il y a quelque chose d'un peu de romantique là-dedans. Bon, mais en fait pas du tout. Je suis dans Bagatelle pour un massacre, il y a aussi des passages qui sont des copier-coller d'articles ou d'autres romans, d'autres pamphlets ou d'autres écrits antisémites, parce que Céline s'est pas embêté, il a écrit certains passages, mais d'autres il s'est contenté simplement de faire du collage, et l'intérêt c'était de faire des sous. Hein. Et d'ailleurs, Mort à crédit, qui est l'un des plus grands romans de Céline, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Si vous avez à lire quelque chose d'autre que Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, c'est génial. Je suis en train de le relire, j'en avais un très bon souvenir, et là, non, c'est un des meilleurs romans que j'ai lu de très très loin. Ça n'a pas marché du tout, ça a été un échec complet. Par contre, Bagatelle pour un massacre, ça s'est très bien vendu. Surtout pour un pamphlet. Je rappelle qu'à l'époque, ça se vendait pas tant que ça. Enfin, je veux dire, si vous avez de l'argent pour acheter un livre, vous n'achetiez pas un bouquin antisémite en sachant que vous aviez des journaux en pagaille qui coûtaient pas cher et qui étaient souvent beaucoup plus amusants. Il y avait des caricatures, il y avait ce qu'il fallait. Après, étudier, ça, je réponds à sa dernière question. Ah oui, étudier, j'ai oublié. Étudier, non. Non, pas le temps. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? Le moment. Mais aujourd'hui, on étudie ces pamphlets-là. Pour que l'œuvre rentre quand même dans le cercle universitaire, il faut quand même un minimum de temps. Puis, tu vois, c'est un peu comme Heidegger ou... Exactement, tu vois. Tout à fait. Par contre, aujourd'hui, si vous voulez faire une thèse sur Céline, c'est sur les pamphlets qu'il faut le faire. Parce que c'est des œuvres qui sont moins étudiées, c'est là où il y a des éclairages à faire. Voyage au bout de la nuit, nous, ce qu'on fait là, on fait un truc grand public. Si vous dites, je veux faire une thèse sur Voyage au bout de la nuit, il y en a énormément déjà. Ouais, voilà. Est-ce que vous connaissez La République? Bon, voilà, les spécialistes, évidemment, s'y connaissent assez peu. Est-ce que le talent, ou le génie, de Céline se limite à son style? Ah, on va voir. Il musique, mais bon, je pense que c'est le style qui est derrière. Complètement. On va voir ça justement en étudiant des extraits et en essayant de voir certaines particularités du style célinien. Parce qu'a priori, on ne va pas vous défendre le fond. Donc on va vous défendre autre chose, et il reste une chose à part le fond, c'est la forme. Et il se trouve qu'il a quand même inventé, bon, c'est ce que mon camarade dit souvent, une forme littéraire bien spécifique. Ah oui, là c'est... Et du coup on va essayer de voir en quoi, et c'est à ça qu'on va essayer de vous amener pour que vous puissiez
avoir l'envie de le lire tout simplement. Je vais lire le passage qui est donc l'incipit de Voyage au bout de la nuit, donc le tout début. Alors dites-vous quand même, je ne sais pas si vous avez déjà lu des romans du 19e ou même du début 20e, à quelques exceptions près, parce que l'expérience de la Première Guerre mondiale va faire voler en éclats un certain nombre de conventions littéraires. Mais pas tant que ça. Même si vous lisez du Apollinaire, alors que, et pourtant avec les calligrammes il est allé assez loin, mais vous avez quand même, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais le style va être relativement soutenu. Il y a un style qui va être écrit. Hein, si vous lisez Balzac, si vous lisez Zola, et même si vous lisez Giono par exemple, hein, on est quand même dans une plume qui est très très belle, mais qui va être relativement, comment dire, ça va être bien habillé si vous voulez. Proust. Ah oui, bah oui, en plus je le cherchais, puis je sais pas pourquoi il me venait pas. Bon, Proust, n'en parlons pas. Proust, on est en queue de pie littéralement, c'est magnifique, hein, mais on est en queue de pie. Maintenant, vous ouvrez un roman, Voyage au bout de la nuit, et voilà comment ça commence. Ça a commencé comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit, rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans la rue à cause de la chaleur. Pas de voiture. Rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens, qui m'avait dit qu'à ce propos, les gens de Paris ont toujours l'air occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il fait pas bon à se promener, trop chaud ou trop froid, ben on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi, siècle de vitesse, qu'ils disent. Où ça? Rien n'a changé en vérité. Ils continuent de s'admirer, c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, hein, qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Vous avez l'habitude de lire des trucs comme ça? Ou pas? On est quand même au 21e siècle, normalement, on n'est plus à l'époque de Proust. Mais est-ce que Céline, pour vous, c'est du déjà vu ou pas? C'est la version ancienne, entre guillemets, d'une story Instagram. Ah, vous trouvez une story Instagram, vous? Il y a quelque chose de très direct. Oui, c'est vrai. Effectivement. C'est absolument vrai. C'est une image de la... C'est des phrases très courtes. Des phrases très courtes. Typiquement, le truc Instagram et TikTok, c'est des trucs très courts. Hein. Du coup, la forme, on revient là-dessus. Mais c'est des phrases très courtes, très précises, et qui qui n'embellissent en rien ce qu'il est en train de décrire ou ce qu'il est en train de voir. C'est juste, je vois ça. Voilà, il se passe ça. Il dit à regarder les dames du café. Bon, je veux dire, on est tous tentés de commencer à décrire. Oh là là, qu'est-ce qu'elles portaient, qu'est-ce qu'elles étaient jolies, etc. Non, c'est pas nécessaire, on a bien compris. De toute façon, on s'en fout. De toute façon, on regarde pour regarder. Voilà, c'est aussi bête que ça. Quelque chose à ajouter? Vous êtes d'accord avec l'expression story Instagram? Vous avez quelque chose à préciser? C'est comme l'impression de bribes de pensée comme ça qui s'enchaînent. Tout à fait. Mais c'est écrit, parce que si on prenait ces pensées et qu'on les mettait bout à bout, ça ne donnerait pas du tout ça. Oui. Mais ça ne se voit pas, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que on voit bien que c'est un enchaînement très en direct, mais on ne voit pas que c'est écrit. C'est très fort. On dirait que c'est raconté. On dirait qu'il est en face, il est en train de raconter. On est presque dans sa tête. Oui, tout à fait. Ou on est avec lui en fait. On n'a pas l'impression d'avoir l'écrivain posé sur sa chaise qui commence à nous dire ce jour-là il faisait beau ou des trucs comme ça. Non, il est là, il fait ouais j'ai vu un tel, etc. Enfin, il y a des sketchs qui pourraient être écrits comme ça. C'est sans doute certains one-man shows pourraient avoir une forme assez proche de ça, avec ces espèces de trucs extrêmement rapides, avec ces coupures, cette segmentation. Ça abolit un peu la distance entre l'écrivain et le lecteur. Totalement. Ouais. Oui, tout à fait. Autre précision, déjà, ça a débuté comme ça. Bizarre comme début. Je veux dire, oui, le début est le début. Est-ce que vous pensez que là, le narrateur est dans la même position que le narrateur de Proust, hein, qui est dans sa chambre et ainsi de suite, et qui s'est longtemps couché de bonne heure, mais ce soir-là, il n'arrive pas à dormir, et puis bon, finalement, maman ne viendra pas le voir alors qu'il a sa crise d'asthme, etc. Bon, est-ce que vous pensez qu'on est dans cette situation-là? À qui est-ce qui peut bien s'exprimer en disant « Ouais, ça a commencé comme ça. Moi, j'avais rien vu. Moi, non, c'est lui. » Parce que c'est littéralement ça, c'est Arthur Ganat. Moi, j'avais pas commencé. Et ensuite, on continue, etc. Il présente le gars. D'ailleurs, vous avez vu qu'il le présente
Enfin, est-ce que vraiment vous pensez qu'en littérature, pour dire les choses bêtement, on dirait Arthur, un étudiant, un cabarin lui aussi, un camarade, hein, presque il mettrait le matricule quasiment. Alors, bien sûr que c'est au lecteur, mais là je pense qu'il joue plus précisément. À qui il peut bien parler ici, Céline, quand il parle comme ça? C'est quand même bizarre comme façon de parler. Hein. Vous avez dit que c'est direct, mais c'est pas seulement direct. Hein. Enfin, là, comme ça, si je commence... si vous posez une question, pourquoi est-ce qu'on étudie que ça? Je dis, bah, c'est comme ça. Moi, j'ai pas décidé. C'est Shivnath. Il est là. C'est-à-dire que à l'époque, c'était probablement pas, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui soit vraiment scotchant, parce que c'est un style assez presque contemporain. C'est vrai. C'est vrai qu'il a inventé ce style. C'est peut-être même un peu banal, mais après c'est... Ouais, enfin c'est... Disons que oui, les littératures c'est un peu... soit... Après oui, quand je disais cru, je pense plutôt pour l'époque. Aujourd'hui c'est plutôt du langage raffiné, on n'imaginerait pas quelqu'un une littérature vulgaire, je pense on est allé beaucoup plus loin, effectivement. Vous auriez... Ce qui paraît intéressant dans la façon de procéder, c'est que ça embarque le lecteur. Tout à fait. C'est une pilotage subtil, en fait. C'est comme une technique de conteur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui fait tout de suite, on a envie de savoir. Ça a débuté comme ça. Et oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Tout à fait. Donc, il y a, en effet. Mais j'aime bien le terme prise d'otage. À qui il s'adresse. Exactement. Sur ça. En effet. Et puis il y a aussi un rapport assez polémique avec le lecteur, ce qui n'est pas si évident. Commencer avec un ça, débuter comme ça, on a presque l'impression, moi j'avais jamais rien dit, on a presque l'impression qu'on l'emmerde en fait. Qu'il est en mode, mais moi j'ai pas envie de raconter cette histoire. Bon, ben écoutez, si vous voulez, je vous le dis, ben, ça a commencé comme ça, moi j'étais pas dans le truc, et puis c'est lui qui m'a engrainé en gros. C'est presque ça qu'il est en train de faire ici. Parce qu'en réalité, là, c'est presque du stand-up. Et en fait, c'est pas tant du stand-up, parce qu'il n'est pas, même si c'est tout à fait ça, hein, bien entendu, tout à fait. Mais en réalité, là, c'est Bardamu qui est au poste de police après la mort de Robinson à la fin du roman et qui raconte ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Bah, il se défend, en fait, il est devant les policiers disent, bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mort hein, sur les bras, et là il est en mode, bah écoutez, moi j'ai rien à me reprocher, en fait ça a commencé comme ça, je vous raconte le machin, et c'est ça qu'il est en train de faire. En fait c'est comme s'il racontait son histoire, en train de lui-même raconter à quelqu'un d'autre. Donc effectivement ça fait un peu prise d'otage à nous-mêmes, et pourquoi il nous balance ça tu vois, donc une très forte théâtralité finalement. Voilà, et d'où le fait de l'effet stand-up. D'où le stand-up. Et voilà. Effectivement c'est drôle comment on peut retrouver plein de... Si on commence un peu à creuser, plein de styles différents, plein de styles dans différents œuvres, enfin, types artistiques, dans l'écriture, dans le roman. Et on peut ressentir ces choses-là juste en essayant de se concentrer phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe sur ce qui se passe. Et bon, effectivement, là, il fallait savoir qu'à la fin, il est au poste de police. Mais si vous le saviez déjà, vous pouvez effectivement vous dire « Ah, mais c'est pour ça qu'il commence comme ça, en fait. » Il commence comme ça parce qu'en fait, il raconte lui-même son histoire. Comme s'il venait, c'est pour ça que ça fait l'effet Instagram, storytelling, parce qu'on raconte une histoire. Surtout parce qu'il n'y a rien de littéraire en fait. Et il n'y a rien de littéraire. Là-dedans, enfin, il n'y a rien de littéraire, bien sûr, on pourrait dire au pour contraire. Quelqu'un qui écrit, c'est très drôle. Mais comment? Alors, il y a quand même une musique, on pourrait dire qu'au contraire, jouer la littérature contre elle-même, c'est peut-être la plus haute forme de littérature. Mais je pense quand même que si là, je demandais à qui que ce soit de m'écrire un texte qui se veut vraiment, voilà, qui se veut de la littérature, qui se veut un peu ambitieux, bon, ce serait un peu plus écrit. Je veux dire, il mettrait 2-3 adjectifs en plus, il mettrait des phrases un peu plus construites, s'amuserait à essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. On dirait un storyboard en fait, de cinéma. J'ai pas dit que ce serait bien, hein, mais mine de rien, on est tous tentés de... J'ai pas dit que c'était ça, mais on a tendance à se faire une idée de la littérature qui serait ceci, en essayant de faire des jolies phrases finalement. Bon. Je vois ce que vous voulez dire, mais ça peut comme dire en musique, il faut quelque chose de, je sais pas, de tonal par exemple. Ah oui, bien sûr. Une peinture qui soit belle. Aujourd'hui, je pense que c'est très commun d'imaginer une peinture LED, qui puisse avoir une grande valeur artistique. Donc pour moi, dans ce cas-là, c'est de la littérature. Enfin, ça, bien sûr. Dans le sens où il utilise un peu l'art de faire des mots. Après, je suis tout à fait d'accord que c'est de la littérature peut-être anti-littéraire. En tout cas, il y a un jeu bizarre. Enfin, si on donne ça à l'époque, ça a dû être un choc. Parce que là, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces phrases? Il n'y a rien du tout. Puis qu'est-ce que c'est que ça? En plus,
on ne sait pas exactement qui parle, pourquoi c'est si violent, enfin ça peut être bizarre. Oui, bien sûr. Après, c'est peut-être ça la plus haute forme en réalité. Mais c'est... Une forme de manipulation aussi. Bien sûr, C'est le manipulé qui manipule aussi. totalement. C'est surtout la fonction du style Mhm. qui est de placer le lecteur vraiment au plus près de ce qui est raconté. Donc c'est un style qui est en parfaite adéquation avec, enfin, je pense, hein, après je ne vais pas trop avancer, mais avec le propos. Et c'est ça, écrire. C'est arriver à trouver le style le plus adapté à ce qu'on raconte. Avec la musique qui va bien, avec tout ça. Donc la notion de beauté, d'abord, elle est très subjective. Tout le monde ne voit pas forcément le beau au même endroit. Et elle n'a pas, enfin, je veux dire, elle n'a pas d'intérêt en soi. La beauté, chez Proust, bien sûr, c'est magnifique, mais là aussi, le style que choisit Proust, il est en parfaite adéquation avec son sujet. C'est ça qui est important dans le style. C'est pas tant que ce soit beau ou pas beau. Donc finalement, c'est la justesse qui va compter plus qu'autre chose. Et donc chacun, finalement, va pouvoir jouer. Et donc, Oui, c'est mais quand le même problème de la étonnant. justesse, c'est que, bon, si vous prenez, je sais pas moi, Balzac ou autre, pour eux, la justesse, la précision, tout ça, va de pair avec la beauté, avec une description très harmonieuse, très élaborée, très grandiloquente, vous voyez. Et c'est pour ça que ça a marché aussi, à une certaine époque. La littérature, c'est aussi créé avec cette idée d'une certaine justesse à travers la beauté. Et pas seulement d'une justesse crue. Et ça, c'est très différent entre ça, cette justesse-là. Allez-y, Ce sujet, c'est qu'après, il y a un côté très bourgeois de la littérature. totalement. Alors ça, on n'en sort jamais. Si on parle de beauté, c'est une définition, à mon sens, En gros, extrêmement bourgeoise. ne confondons pas peut-être beauté et apparat. Voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut essayer C'est de... un point de vue. C'est un Complètement. point de vue d'une partie de la population qui se considère comme supérieure, un peu privilégiée, et qui essaye de reproduire dans le cadre littéraire un certain nombre de ces codes, et qui essaye de les propager partout. Donc mais si on demande à quelqu'un de banlieue ce qu'il trouve beau, bah, peut-être qu'il ne va pas dire les mêmes choses que quelqu'un qui vit dans le 16e, qui vit dans le quartier. Je ne sais pas, quoi. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais pareil, il y a des œuvres qui sont quand même transcendantes. En tout cas. C'est-à-dire qui dépassent un peu ce clivage. Il y en a certaines. Ils ne sont pas toutes. Oui, oui, oui. Il y en a pas toutes, c'est sûr. Mais il y en a certaines. Je sais pas, celui dont on a traité les dernières fois, L'étranger d'Albert Camus. J'ai beau demander autour de moi, même à des personnes qui sont de classe moyenne pauvre ou enfin moyenne, ils trouvent ça quand même intéressant. Oui, Donc et c'est pas clivant. C'est pas clivant. Il y a des choses, il y a des œuvres qui ne sont pas clivantes. Et c'est Si on revient au style de Céline, il me semble qu'il y a une immédiateté qui le rend accessible à un plus grand nombre. Alors, par contre, ça peut être un peu inverse sur la bourgeoisie ou sur des gens voilà, qui sont habitués à un certain style un peu, bon, si je suis un peu mauvais, je vais dire empoulé, ou un peu, enfin, je vais dire un peu enluminé, enfin décoré, etc. Bien sûr. Mais il y a quand même une immédiateté là-dedans qui est intéressante. Une accessibilité. Enfin, oui, une accessibilité. Oui. Accessibilité. Après, D'accord. est-ce que c'est beau ou pas beau Après, c'est peut-être pas la question. Hein. Oui, je pense que c'est pas la question. Oh, mais c'est bien, effectivement. On tranche efficacement. Allez, hop. C'est très bien. Ça me fait penser à Oui. un poème de Krustofol qui, plus tard, dans les années 30, et on est plongé dans la grande ville, et il y a aussi, c'est un poème, du coup, c'est pas de la littérature comme ça, mais il y a des courtes phrases qui plongent dans la grande ville, les masses des personnes qui vont au travail, qui font ce qu'ils font, et il y a quelque chose d'une anonymité, mais ça prépare quelque part après une rencontre qui se passe qui d'un coup personnel. C'est-à-dire qu'il va faire un contraste entre ce style qui permet par la suite deux yeux qui se croisent. On commence avec l'émission des visages de la grande ville et qui finalement ça permet un instant d'intimité paradoxale. Effectivement. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne vais pas faire semblant, mais... Tucholsky, quoi Tucholsky. Il est quelle nationalité? Ah non, Tucholsky. Personne n'est parfait. Je discuterai juste sur un point. Très souvent, ce style-là bloque les élèves. Ça, par contre, c'est un truc, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, et donc très souvent, il faut s'y remettre. Moi, je sais que ça m'avait bloqué quand j'avais essayé de le lire à 16 ans, et je n'avais pas été le seul. Et c'est après
avec un peu plus de préparation, en sachant dans quoi il allait, que j'ai fait le deuil, on va dire, d'une certaine idée fausse que je me faisais de la littérature, qui est finalement celle qui est assez présente au lycée, hein, et qu'après, bon, là j'ai apprécié. Mais voilà, très souvent... Alors moi, j'ai pas d'élèves en français, donc je sais pas ce qu'il en est vraiment aujourd'hui, mais moi je me souviens de mon temps, entre guillemets, hein, il y a longtemps. Non, et quand j'étais moi au lycée, donc il n'y a pas très longtemps en fait, hein, mais à plusieurs, c'est vrai que parfois ça bloque. D'ailleurs, Céline bloque plus que d'autres auteurs, comme Bukowski par exemple. Enfin, j'ai un... parce que Céline, c'est quand même une plume. Alors on verra dans d'autres extraits, et moi d'ailleurs, Voyage au bout de la nuit encore est accessible hein, de ce point de vue-là. Les mots frottent, hein. Je veux dire, il y a quand même des moments, il y a des difficultés, mine de rien. Hein. Comme les mots sont pris pour eux-mêmes, en gros, et l'idée c'est de les entrechoquer pour faire des étincelles, si vous voulez. Si vous n'avez pas l'habitude de ça et de lire un peu, on va dire, à tâtons, sans trop comprendre ce que vous lisez à certains moments parce que ça fait résonner quelque chose en vous, en gros, c'est vrai que c'est très très compliqué. Donc très souvent, les gens s'arrêtent à Voyage au bout de la nuit parce que Mort à crédit, là, wow. Et alors, encore Mort à crédit est accessible par rapport à Guignol's Band, où là, on a vraiment l'impression, enfin, j'ai l'impression d'être dans Guignol's Band avec Ma fièvre, hein. On est vraiment dedans. C'est assez particulier, on ne sait pas ce qu'on lit, c'est assez génial. Voilà, je dirais ça pour l'accessibilité. En fait, c'est accessible, mais c'est faussement accessible sur certains points. Même moi, en relisant, là, je me suis pas mal tapé de Céline là, pour préparer ça. Il y a quand même des moments où il est casse-pied. Il y a des moments où on n'arrive pas à rentrer dedans, quoi, hein. Et puis il y a d'autres moments où ça glisse très très bien, quoi. C'est assez particulier. Mais vous avez raison, par contre, ce passage-là, je sais pas, c'est vrai qu'il a un appel, quoi. C'est vrai que là, d'un coup, on est dedans. On n'est pas dans ce faux style indirect où nanana, là, on est tout de suite dedans avec une certaine, presque une brutalité, on pourrait dire. Voilà, mais c'est le petit point qui pourrait discuter. Il faut quand même s'accrocher un tout petit peu. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est assez génial. Donc là, j'explique en gros ce qui s'est passé. Après la discussion avec Arthur Ganat, qui lui défend la race en disant « Moi, je suis un bon Français, moi je suis prêt à mourir pour mon pays. » Et le narrateur, lui, Bardamu donc, dit « Non, c'est la France, tout est foutu de toute façon, enfin je veux dire, il n'y a rien à faire. » Vraiment c'est quelque chose qui revient tout le temps, hein, l'abattement de Bardamu, on aura l'occasion de le revoir. Sauf que, à un moment, l'armée passe, juste devant le café. C'est très abstrait, ça fait un peu Candide de Voltaire, hein, pour ceux qui ont le truc. C'est des trucs qui n'ont pas vraiment de sens, mais l'armée passe. Et là, Arthur Ganat, il la ramène plus du tout. Et c'est Bardamu qui dit, tiens, moi je vais y aller à ta guerre. Tiens, regarde. Il y va, il ferme la porte de la ville, et le voilà en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Il y a une ellipse, donc il ne va pas se passer, en gros, on passe de l'engagement comme ça sur un coup de tête, c'est pas très logique, normalement vous n'avez pas le colonel qui passe pour aller à l'armée, vous y allez, et puis et puis vous vous retrouvez avec le fusil dans la main et dans les tranchées. Et c'est littéralement ce qui se passe dans Voyage au bout de la nuit, et au tout début du roman, nous voilà en plein milieu des bombardements dans les tranchées. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, sur moto, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon pour tout y détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui y respire, détruire, plus enragés que les chiens, endorant leur rage, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs, et c'était arrivé. Ce qui me paraît curieux, c'est que c'est pas, moi, ce qui ne me semble pas atroce. J'ai l'impression de quelque chose de très vivant, de très, c'est comme si on voyait tout se dérouler, mais d'une façon presque burlesque. Oui, mais complètement, parce qu'en volant et ainsi de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, parce qu'on les voit, enfin, on imagine presque le plan.
Il a une vision des choses assez cinématographique, Céline, puisque bon, ben, on est quand même à une époque, on est en 32 quand il écrit, enfin, quand Voyage au bout de la nuit paraît, donc le cinéma commence déjà à apparaître, donc le montage et ainsi de suite, on y a déjà pas mal réfléchi. Et on imagine bien, effectivement, on voit des gens courir dans le même plan, et puis après il y a des motos, et puis ensuite il y a des autos, et puis on en voit un, en plus voler. Bon, ça fait référence aux avions, je pense, mais c'est bizarre, parce que comme c'est dans un mouvement, on a presque l'impression qu'ils se mettent à voler comme... Enfin, on voit Avengers, quasiment, hein, c'est assez particulier. Donc oui, il y a quelque chose de vraiment, comment dire, complètement burlesque, comme dans les bandes dessinées. Complètement. Ah ben là, ouais, effectivement. Mais c'est-à-dire, par exemple Il crée des images fortes, par ces images, il fait ressentir quelque chose, il évoque des sentiments, des émotions, à travers ça, il fait des contrastes. Oui, tout à fait. Effectivement. Et quoi d'autre, par exemple? Donc effectivement, c'est assez particulier, cette description de la guerre. Comment dire enfin, là, par exemple, on n'a pas l'impression que c'est la guerre de tranchées qui est décrite. Nous, on a forcément en tête la guerre de tranchées, mais Céline ne l'a pas faite. Il a fait la guerre, hein, mais il a été blessé très très tôt, puisqu'en août, il avait déjà été engagé auparavant, mais en août, donc la Première Guerre mondiale commence à se faire, et c'est en octobre qu'il va être démobilisé, puisqu'il sera blessé. Donc lui, il n'a pas connu la guerre de tranchées, il n'a connu que la guerre de mouvement, pas la guerre de position. Donc c'était l'époque où on chargeait encore à la cavalerie, avec la mauvaise idée, puisque bon, bah, face à des mitrailleuses, ça finit toujours très mal. Donc il a cette vision-là des choses. Est-ce que vous trouvez que ça correspond finalement aux autres manières de décrire la Première Guerre mondiale, si vous les connaissez? C'est un principe où il est détaché, en fait, il est complètement sorti justement, il est extrait de cette guerre de tranchées. Il tente de nous plonger à l'intérieur même, donc dans un descriptif magistral, mais tout en étant complètement en dehors, comme s'il avait fait une sortie de corps. Complètement. Et ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir une vision presque synoptique de la guerre. Ou une espèce de panoramique géniale, mais où tout se crée d'un seul coup, ce qui est assez particulier. Et la vision finale, enfin, est-ce que vous trouvez qu'il reste assez précis finalement sur des éléments, je sais pas moi, sur la manière dont vivent les soldats ou sur la manière dont on se bat réellement? Est-ce que c'est un passage qui est réaliste ou est-ce que la vocation de Céline est complètement différente? Est-ce qu'il veut faire autre chose? Je sais pas. J'avais pensé, c'est pas une description factuelle des événements. C'est pour ça que j'avais pensé à l'expression. Tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'il fait, enfin j'ai envie de dire... D'ailleurs, si vous voulez décrire la guerre, techniquement, les textes sur la guerre sont assez descriptifs en général, et ils essayent de montrer l'horreur de la guerre en ayant la description la plus fine possible, la plus juste possible, la plus horrifiante possible. Et puis est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en faire des tonnes face à un truc comme ça? On pourrait dire ça, voilà. Et là, c'est tout l'inverse. Moi, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, c'est pas tant l'horreur de la guerre que le caractère complètement absurde. Oui. Et exactement. Il souligne en disant que lui conçoit, il est embarqué dans une croisade apocalyptique, mais dans ce qu'il décrit, on donne l'impression que tous ces soldats, ils font tout un tas de choses, mais de façon complètement folle. C'est ça. Ou erratique, mais c'est exactement ça. Ce qui est bizarre quand même, est-ce que c'est l'armée, normalement? Et donc le comte, c'est quand même adorer sa propre rage, et puis même les chiens n'adorent pas leur rage. Et alors on est sur quel type là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Céline? Est-ce qu'il nous parle vraiment de la guerre ici, en fait? Est-ce qu'il nous décrit la guerre? Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est quand même une idée assez géniale. Alors, il n'est pas le seul à l'avoir eu et ainsi de suite, mais par contre, il la pousse vraiment à fond. La guerre, pour lui, c'est... Comment dire? C'est un révélateur. C'est un révélateur, une apocalypse littéralement, une révélation finalement sur la nature humaine. Et ça va servir qu'à ça, globalement. C'est pour ça que, bon, que moi, quand je lis Voyage au bout de la nuit, je pense toujours à Apocalypse Now, et quand je regarde Apocalypse Now, je pense toujours à Voyage au bout de la nuit. C'est-à-dire qu'au fond, on ne parle pas de guerre ici. On parle vraiment de l'homme, tout simplement, avec une sorte de grandiloquence intime qui est assez particulière. Il y a une proximité de ce point de vue-là des deux œuvres. Ce serait un peu, du coup, grave, ce que je vais dire, mais quelque part, on s'en fout de la guerre. Dans le Voyage au bout de la nuit. On s'en fiche de la guerre. La guerre a existé depuis la nuit des temps. Il n'y a pas eu un moment dans l'histoire de l'humanité sans qu'il y ait une guerre quelque part. Donc décrire la guerre, finalement, est-ce si important? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bah non. En tout cas, c'est le choix de Céline. Par contre, il choisit d'inscrire ça dans... Mais du coup, à quoi peut servir la guerre? Avoir à émettre cette révélation, à pouvoir nous faire montrer quelque chose sur la nature humaine. Et pas sur la nature guerrière de l'humain.
Ça, on s'en fiche. Sur la spécificité de l'homme en temps de guerre, mais sur l'homme révélé par la guerre. C'est un peu différent. Il ne change pas en fait, c'est juste qu'il On ne cherche pas à savoir comment montre ce est qu'il est. l'homme dans la guerre, on cherche à savoir par quel processus est-ce que la guerre nous permet de révéler ce qu'est l'homme. L'homme avec un grand H. Hein. Donc c'est vraiment prendre le contre-pied de ce qu'on pourrait faire pour quelqu'un qui a participé à la guerre. Oui. Qui s'est pris un obus ou... Ouais, en fait, l'obus un a éclat explosé, d'obus. il a été projeté contre un arbre. Et après, il s'est par ailleurs pris également une balle qui a ricoché. Donc je veux dire... Mauvaise journée. Donc ça pose la question de la conscience individuelle, Oui. et du moment où elle se déclenche. C'est-à-dire qu'il y a quand même là tout un tas de soldats qui obéissent, donc il y a des hommes qui sont engagés, qui, imaginez quand même qu'ils réfléchissent, mais ils n'en tiennent pas compte. C'est-à-dire qu'ils continuent dans une espèce de folie, ils y prennent peut-être un peu de plaisir. Un ou beau. pas, voilà. Est-ce que vous pensez qu'ils prennent du plaisir ou pas, étant donné le texte? Parce que là, Céline est très claire à cet égard. Il dit on est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Ouais, ils aiment ça comme le sexe, en fait. Peut-être même plus que le sexe. En réalité, c'est vraiment ça la thèse. Alors bon, je vous le dis parce que par ailleurs, voilà, toute l'œuvre fait ça. Mais pour Céline, faire la guerre, c'est presque la vocation du sexe en réalité. C'est ça que les hommes aiment plus que tout. C'est quand même particulier. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir à partir de quel moment il s'arrête. C'est-à-dire que c'est tellement atroce que la conscience prend le pas sur le plaisir ou la folie. Ah oui, très très bonne remarque. Pourquoi lui, il n'en prend pas plaisir? Oui, mais c'est aussi un peu comme un choc qu'il vit, parce que Ah, oui. il est puceau de l'horreur. Ça veut dire peut-être qu'il y a une première fois de se rencontre avec cette Totalement. et du coup, un choc. Avec ce dégoût éventuel, mais qui après finit par être largement dépassé. Mais c'est vrai que lui, curieusement, il semblerait qu'il n'y mette jamais vraiment... il n'y prenne pas un plaisir particulier. C'est étonnant. Pourquoi lui, non? Il fait un distinguo entre ce qu'il observe et lui. Alors, totalement. Alors ça, on va le revoir hein, d'ici peu. Hein. Il y a un passage en particulier, mais on va le revoir assez souvent. Ce ne sera jamais vraiment expliqué, bien sûr, parce que bon, on ne sait pas, il y a un mystère là-dedans, mais c'est une particularité. Qu'est-ce qui fait que certains hommes se mettent à ne pas aimer la guerre alors que les autres l'aiment? Alors peut-être que personne ne l'aime en réalité, etc., mais ça, ce n'est pas une option célinienne de ce point de vue-là. Cette idée d'ailleurs d'une pulsion de vie qui serait très proche d'une pulsion de mort, ça vous rappellerait pas quelqu'un peut-être? Ouais. Alors de ce point de vue-là, là, je dis ça, mais Céline a lu des traductions de Freud. Donc ça l'a beaucoup travaillé et Freud était particulièrement intéressé par les rescapés de guerre. Comment on dit, les gueules cassées, etc. Mais pas forcément d'ailleurs les gueules cassées, hein, ceux qui l'avaient vécu, et notamment sur ce que ça avait pu produire sur l'inconscient. Je ne suis pas un spécialiste de Freud, je ne vous cache pas que je m'en fous un peu, mais du point de vue de Céline, ça l'a vraiment travaillé. Après, c'est pas dit qu'il l'ait bien compris non plus. Mais non, pas... il l'a lu, il en a une idée. Il a lu des traductions. Après, je ne sais pas ce que valaient les traductions, je ne suis pas un expert de tout ça. Mais c'est certain qu'il l'a réellement lu, on a trouvé les ouvrages et ainsi de suite. Et ça l'a énormément intéressé. Surtout, cette idée que pulsion de vie, pulsion de mort, deux faces d'une même pièce. Je ne sais pas jusqu'à quel point Freud développe ça précisément. Je ne voudrais pas dire des conneries, si vous voulez. Mais pour Céline, vraiment, ça l'a énormément travaillé. L'idée qu'au fond, on n'est jamais plus vivant, comme vous l'avez très bien remarqué tout de suite, que dans ces moments de mort, dans ces moments de destruction, c'est là qu'on est pleinement nous-mêmes. C'est là que c'est là qu'on prend notre pied, quoi, littéralement. On est le plus vivant face à la mort. Mais c'est un peu une phrase bateau hein, qu'on peut se transmettre. On est le plus vivant face aux obstacles, face à la mort. Et ça, allez-y. Je ne suis pas sûr que ce soit un goût pour la guerre, mais la sensation que j'ai, c'est que ce que je veux décrire, c'est que la prise de conscience n'arrive pas, ou si elle arrive trop tard. Et donc, après, effectivement, il y a du plaisir dans l'action, il faut que c'est la guerre, mais ça peut être plein d'autres activités. Mais ce qui est choquant dans la guerre, c'est qu'il y a les soldats qui sont en action, et que l'horreur ne semble pas accélérer leur prise de conscience. Elle finira probablement par après, c'est aussi mort. Mais ce qui est troublant quand même, c'est de voir que dans la nature humaine, il puisse y avoir des situations où l'homme se comporte de façon absolument atroce, n'en prend pas immédiatement conscience, et donc continue à détruire et à se détruire lui-même aussi, à détruire le ça reviendra pendant tout le voyage, ce que vous venez de dire, et il va faire remarquer ce par quoi vous avez commencé, effectivement, que l'horreur en fait va se retrouver partout durant son voyage.
Au fond, cette expérience de la guerre n'est pas plus particulière qu'une autre. Alors qu'on, normalement, c'est tout l'inverse qu'un écrivain ou quelqu'un qui a vécu la guerre va essayer de décrire. Il va quand même montrer la spécificité de la guerre, l'horreur bien spécifique pendant la guerre, que ce soit les massacres, que ce soit, j'en passe les meilleurs. Sauf que lui, il va faire tout l'inverse. Pendant le voyage qu'il va essayer de nous conter, c'est l'horreur qui va se retrouver, mais la même, dans toutes circonstances. La sortie de la guerre est une continuation de la guerre. Ce qui est très drôle quand on y pense. La sortie de la guerre est une continuité de la guerre aussi. Toute circonstance de vie est une circonstance de guerre. Et il commence par la guerre et il va essayer de le développer en fait. Ce sera comme quelque chose qui se replie en permanence et on va toujours retrouver les mêmes motifs pendant le voyage. Parce que c'est la même nature humaine en fait qui s'exprime. Et dans la guerre, elle n'est jamais plus explicite. Mais là, dans la relation que nous avons en ce moment pour Céline, c'est aussi la guerre, avec du vernis. Elle est cachée, elle ne va pas oser s'exprimer dans toute sa radicalité et dans toute son, comment dire, toute son horreur et sa saloperie finalement. C'est ça pour Céline, sa vacherie, dirait-il. Mais c'est la même chose. Ça, c'est une thèse qui est assez forte. Un petit peu marxiste soufflé là-dessus. Alors, la question du marxisme de Céline. Parce qu'effectivement, Marxiste, il y a vraiment cette idée de conflit. Alors, oui, on peut voir. Enfin, chez Héraclite. Ouais, mais chez Héraclite aussi, tout est guerre, tout est conflit, sans aller chez Marx. Par contre, est-ce que chez Marx, il y aurait une nature humaine comme ça? Est-ce qu'il y aurait une description de l'homme de cette manière-là enfin, Céline est médecin, par ailleurs. Hein. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte maintenant parce qu'il faudrait lire d'autres passages, mais dans une sorte de, comment dire, enfin, lui, de sa description de la nature humaine, c'est une description presque biologique. D'où la continuité avec la race, concrètement. Après, ça reviendra. Je suis pas sûr qu'il fasse ça. Mais Marx, la nature humaine, je ne sais pas, parce que pour lui, c'est des classes sociales qui sont déterminées historiquement. Il ne va pas dire la nature de l'homme, c'est ça, et de tout temps, ça a été ça. Par contre, oui, pour le conflit. Là, c'est vrai que Marx est génial, donc pour lui, c'est vraiment l'idée aussi de l'homme, l'histoire. Bien sûr. Exact. Donc c'est l'histoire qui va construire la nature. Enfin, j'exagère, hein. Une partie de la nature. Et aussi parce que ça m'a fait penser à la phrase de Foucault qui a inversé Clausewitz, qui dit que la politique est la continuation de la guerre sous d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est devenu banal, cette phrase. La politique est la continuation de la guerre. Mais on y a cru. C'est-à-dire que l'humanité, une partie de l'humanité, a cru quand même qu'on pouvait s'en sortir de la guerre par la politique. On y a cru. Ça marche plus ou moins. Totalement. Voilà. Mais ça marche plus ou moins. Alors ça, par contre, on peut comprendre, peut-être un dernier mot peut-être, à moins que vous vouliez avoir un dernier mot, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, un dernier mot pour la première partie, bien sûr. Mais c'est qu'à cette époque-là, la Première Guerre mondiale a une particularité, c'est que c'est une guerre totale. Auparavant, et on verra qu'il y a un discours qui rejoint un peu ça dans l'œuvre de Céline, mais auparavant, globalement, à quelques nuances près, tout et tout, mais la guerre concernait ceux qui la faisaient. Et après, il y avait l'arrière. Et l'arrière, eux ne faisaient pas la guerre. Alors, ils pouvaient être des victimes de guerre, il pouvait y avoir des trucs, mais globalement, le paysan qui ne faisait pas la guerre, il était toujours avec ses choux, il était toujours avec à faire ses trucs, quoi. La Première Guerre mondiale, c'est totalement différent. Les femmes qui ne font pas la guerre participent complètement à enfin, qui ne font pas la guerre. Quelques expressions près, attention, évidemment, il faut être beaucoup plus fin. Mais elles ont beau ne pas être dans les tranchées dans la majorité des cas, n'empêche que c'est elles qui font tout l'effort de guerre à l'arrière. Enfin, les munitionnettes, etc., etc. Toute la société française et toute la société allemande fait la guerre. Et ça, c'est une particularité. Bah oui, enfin, je veux dire... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur a donné le droit de vote. Hein, donc, bon. Et encore, non, on a refusé de leur donner en France. Ouais. En plus, mais voilà, pour des raisons qu'on ne reviendra pas. Mais même dans les cas, même à cette époque-là, même le sexisme, même plein de choses, n'ont pas du tout comment dire, créé, si vous voulez, cette partition entre la guerre pour certains qui en tirent les honneurs et les autres. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails à cet égard, mais voilà, c'est une guerre totale, la Première Guerre mondiale, et la Seconde Guerre mondiale, n'en parlons pas, et depuis, toutes les guerres sont totales, c'est l'énorme problème.